Bonjour, je me présente, Guillaume Denis, analyste principal en placement alternatif chez Gestion TAP et administrateur de CFA Québec. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les innovations en placement privé avec André Bourbonnais de BlackRock. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du forum sur les placements alternatifs. Donc, pour cette 8e édition, nous avons prévu 2 conférences en format virtuel. La seconde va se tenir le 7 avril prochain. Avant de débuter, j'aimerais remercier nos partenaires majeurs annuels de CFA Québec, Finance Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins, IA Groupe Financier, Fiera Capital, Beneva, la capitale SSQ, AlphaFix et BlackRock. J'aimerais aussi remercier notre partenaire d'événements, Piédestal Productions, le Centre de l'Univers Amphithéâtre virtuel, pour la réalisation technique. La séance d'aujourd'hui consistera en une conversation entre André Bourbonnais et sa collègue Stéphanie Genois sur le sujet des innovations en placement privé. Nous vous invitons à poser vos questions tout au long de la séance via l'outil chat dans la plateforme Zoom et nos conférenciers vont tenter d'y répondre au fur et à mesure. Prenez note par contre qu'il ne sera possiblement pas possible de répondre à toutes vos questions, alors je vous remercie de votre compréhension. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. D'abord, André Bourbonnais est le chef mondial de BlackRock Long-Term Private Capital. Il cumule plus de 30 années d'expérience dans les investissements en placement privé et dans des rôles de direction. Il a des connaissances approfondies, entre autres, dans les secteurs des technologies, médias, télécommunications, les services financiers et les secteurs industriels. Avant de se joindre à BlackRock, André était CEO et CIO d'investissement PSP, un des plus grands gestionnaires de fonds de pension au Canada, avec des actifs sous gestion de plus de 150 milliards à l'époque. Il dirigeait toutes les fonctions reliées à l'investissement et a présidé la reconstruction de la division des marchés privés de la firme. Il supervisait aussi le portefeuille complémentaire de PSP. Auparavant, il était directeur général senior et chef mondial des investissements privés chez Canada Pension Plan Investment Board. Il était aussi responsable des investissements dans le marché public de plus de 65 milliards. Durant sa carrière de près de 10 ans chez CPP/IB, André a développé la division d'investissement direct de la firme et a fait croître la taille de l'équipe d'investissement en marché privé de moins de 20 personnes à plus de 230 professionnels. Et avant son passage chez CPP/IB, André a également travaillé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. André détient une maîtrise en droit de la London School of Economics et un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. La conversation sera animée par Stéphanie Genois, qui est directrice générale et membre de l'équipe de relations avec la clientèle institutionnelle de BlackRock au Canada et aux États-Unis. Elle est également responsable du bureau de Montréal. Son temps chez BlackRock remonte à 1999 alors qu'elle travaillait chez Barclays Global Investors, qui a été fusionné avec BlackRock en 2009. Chez Barclays, elle était responsable du développement des affaires et du service pour les clients institutionnels au Canada. Stéphanie détient un baccalauréat en administration de l'Université Laval ainsi qu'un MBA exécutif de l'Université du Québec à Montréal. Stéphanie, André, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Merci Guillaume. Merci à toi et à toute l'équipe de CFA Québec. Super belle opportunité d'être parmi vous. Oui, c'est virtuel, comme je suppose l'essentiel de nos interactions dans la dernière année, mais il semble bien qu'on est sur la bonne voie et qu'on devrait être en mesure éventuellement de pouvoir vous rencontrer à Québec, ce qu'on a bien hâte. Et pour le côté privé, j'ai également hâte parce que naturellement, comme certains d'entre vous le savent, et comme le dit dans ma bio, je viens de Québec, donc retour aux origines est toujours agréable. Écoutez, je pense qu'après cette année tumultueuse qu'on vient de vivre, puis même le premier trimestre qui se poursuit sur le même élan, la discussion avec André aujourd'hui va être plutôt intéressante. Ça va être intéressant de voir ses observations face au marché des placements privés, mais aussi les tendances qu'il a remarquées au sein des dernières années, parce que comme vous avez pu l'entendre par sa bio, il y a eu une très grande expertise de plusieurs années dans le domaine. Donc, je pense que ça va être intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Comme plusieurs d'entre vous le savent très bien, André et moi, nous connaissons très bien, nous côtoyons tous les jours normalement au bureau et on travaille ensemble. Donc, si vous nous le permettez, on va se tutoyer pour cet échange. Et sur ça, merci beaucoup André d'être ici. Allô? Sans contredit,
toi et toute l'équipe au cours de la dernière année, vous avez dû vous ajuster, ajuster vos plans, tout en remarquant des opportunités de marché vraiment intéressantes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet puis discuter de qu'est-ce que la dernière année a représenté, j'aimerais qu'on rejette un coup d'œil sur ton expérience, puis de quoi ce que tu as été témoin au cours de ces différents cycles-là. Bon, moi aussi, j'ai passé à travers différents cycles de marché, mais aussi, c'est intéressant d'avoir tes différents points de vue, comme tu as fait face au placement privé de différents côtés de la table, je dirais autant d'un point de vue client que investisseur. Avocat de formation, tu as été investisseur avant de te joindre à BlackRock, tu as été à la tête de plusieurs caisses de retraite importantes. Donc, comment tu as vu ce parcours-là? Puis qu'est-ce qui a fait que cette expérience-là a façonné ta carrière puis ce que tu as amené dans ce que tu fais aujourd'hui? On peut casser la glace de cette façon-là. Oui. Premièrement, salut Stéphanie. Je ne peux pas penser de meilleure personne pour m'interviewer. Et puis, merci à CFA Québec de m'accueillir. Écoute, moi, je ne recommanderais à personne de suivre mon parcours là, pour se rendre où je me suis rendu. J'ai eu un parcours assez atypique, comme tu dis. J'ai eu une formation d'avocat. Et rapidement, dans cette pratique-là, je me suis rendu compte que j'étais pas mal plus intéressé à ce que mes clients faisaient qu'à faire le papier pour leurs transactions. Et j'ai eu un mentor assez exceptionnel en Kaylin Rivedescu. Quand tu es un jeune avocat francophone dans un grand cabinet anglophone montréalais, là, tu es généralement assigné à faire beaucoup de traductions. Et puis, je suis allé le voir à un certain moment donné. Puis j'ai dit, écoute, c'était pas mon ambition dans la vie. Et Kaylin a été formidable. Puis il m'a assigné sur un nombre de dossiers assez intéressants. Et ça m'a permis de rencontrer à l'époque Charles Sirois. Puis là, Charles Sirois, pour les plus jeunes, là, c'est moins connu, mais à l'époque, c'était une rockstar. Et j'ai travaillé sur plusieurs dossiers de Charles. Après ça, étant donné que le droit, ça ne m'allumait pas tant que ça, j'ai décidé de poursuivre ma carrière en Europe, en faire de la consultation en fusion-acquisition. Mais quand Charles a décidé de prendre le contrôle d'une société de télécom qui était à l'époque un des joyaux au Canada, Téléglobe, il m'a appelé pour me demander si je serais partie de cette équipe-là. Et là, j'ai connu mon deuxième mentor, qui est Claude Séguin. Claude, qui est actuellement le président du conseil de Fonds de solidarité, mais qui était le CFO de Téléglobe. Et Claude est devenu plus tard le responsable des placements privés à la Caisse de dépôt. Et là, à un moment donné, il m'appelle et il me dit, écoute, je ne connais pas personne ici, j'ai besoin d'amis. On a une filiale en services financiers, placement privé. Est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper de ça? Alors, ma première réaction, ça a été, je ne connais rien en services financiers. Puis il a dit, c'est pas grave. J'ai dit, je ne connais pas grand-chose en placement privé non plus. Puis il m'a dit, écoute, viens, on va te montrer tout ça. Alors, c'est là que j'ai commencé ma carrière et je suis vraiment tombé en amour avec le placement privé. Maintenant, tu parles de l'évolution. C'est évident que j'ai bâti à la Caisse, chez CPP, chez PSP, des équipes dans ce domaine-là. Ça a toujours été une passion. Mais sincèrement, je ne peux pas dire que j'ai vu une grande évolution du placement privé à travers les années. Tu sais, il y a la vieille blague qui dit qu'ils ont trouvé une momie, puis quand ils l'ont dérubanée, elle a demandé si Henry Kravitz était encore chez KKR. Là. Alors, c'est un peu comme ça. C'est les mêmes gens qui sont là depuis les années 80. C'est d'autres firmes là, qui se sont ajoutées, mais le modèle d'affaires a peu évolué. Et moi, quand j'étais chez PSP, quand j'étais chez CPP, je trouvais qu'il manquait un certain produit, si tu veux, pour adresser la clientèle d'institutions qui a un regard un peu plus à long terme sur les investissements. Et j'avais déjà commencé à penser à cette époque-là là, à avoir une façon différente de faire le placement privé. Donc, je suppose que c'est un peu, parce qu'en effet, c'est un parcours plutôt atypique, mais je dirais, plus on avance dans notre carrière, on se rend compte que, les mentors sont importants. Puis, souvent, je dis à des collègues dans l'équipe un peu plus jeunes, je leur dis, négligez jamais les gens que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ça va vous amener où dans votre carrière. Fait que je pense que ce que tu viens de décrire démontre bien ça. Maintenant,
tu étais plus du côté investisseur-client. Je comprends que tu semblais dire que tu ne trouvais pas qu'il y avait d'offres intéressantes ou innovantes du côté placement privé. Peut-être discuter un peu de qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut de l'autre bord de la clôture, c'est le cas de le dire, de traverser et de offrir probablement peut-être une solution pour tes pairs à ce moment-là. Alors, comme j'ai dit, la réflexion là-dessus avait commencé il y a un certain temps parce qu'on voyait, premièrement, dans le modèle traditionnel, qu'il y avait peu d'évolution. Et en fait, chaque gain des limited partners dans ces fonds là était durement gagné et c'était très cyclique. Alors, dès que le cycle revenait en faveur des sponsors, on voyait ces droits-là un peu s'effriter, que ce soit au niveau de, puis je m'excuse, je vais utiliser des anglicismes, mais du fee offset, alors prendre les honoraires, puis ce que le sponsor récolte, puis le mettre contre les honoraires que les gens payaient, que c'était dans les key man clauses qui devenaient de plus en plus diluées. En fait, même on voit la disparition des taux, des hurdle rates, du taux minimum de rendement qu'on attribue aux LPs. Alors, tout ça s'effritait un peu et le cycle de private equity, qui était initialement assez long, se raccourcissait de plus en plus. Et là, on voyait vraiment des fonds qui, généralement, revenaient au marché après 6-7 ans, revenir après 3-4 ans. Et donc, ce que ça faisait, ça mettait une pression sur les fonds de montrer des transactions rapidement et de montrer qu'ils pouvaient réaliser ces transactions rapidement-là. Et qu'est-ce que tu fais généralement quand tu veux montrer des bonnes réalisations? C'est que tu vends tes meilleures sociétés en premier. Et donc, nous, on avait identifié ce phénomène-là chez CPP et on avait essayé d'établir avec une petite équipe un modèle un peu plus à long terme où on n'était pas tributaire de facteurs externes pour la vente de nos entreprises, mais on les vendait basés sur les pros and cons, alors les pour ou contre de la société, non pas, comme je disais, en fonction de facteurs externes. Donc, mais les grandes caisses de retraite sont long cash et short human capital. Donc, il faut vraiment se spécialiser dans une certaine fonction et la majorité des caisses de retraite, ce qu'elles font, c'est l'exécution des transactions. Alors, le sourcing, c'est un peu délégué à quelqu'un d'autre. Et puis, la création de valeur, si tu veux, est également en partenariat avec les GP, les sponsors. Donc, on essayait de trouver des transactions justement qui s'appliquaient un peu plus à long terme, qui étaient moins intensives d'un point de vue opérationnel, intenses d'un point de vue opérationnel. Donc, il y avait peu de ces transactions-là. On en a fait quelques-unes, tant chez PSP que chez CPP, mais je trouvais qu'on manquait de plateforme pour vraiment adresser ça. Et c'est là que Mark Wiseman et Larry, à l'époque, m'ont approché pour me dire, nous, on a l'intention de faire un fonds de private equity direct, mais de le faire différemment, basé sur le long terme, avec l'investisseur vraiment qui va être au centre de la définition de ce produit-là. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré parce que je pensais sans faire une révolution du monde du private equity, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait amener un changement important. Et pour moi, il y avait deux critères principaux. C'était la permanence du capital. C'est-à-dire que, justement, on n'avait pas à se préoccuper de lever un nouveau fonds ou de l'expiration de notre fonds. On avait du capital et on prenait des décisions en fonction des sociétés qu'on détenait dans le portefeuille. Et l'autre, qui est un peu influencé par 20 ans, comme tu dis, c'était un partage un peu plus équitable des honoraires et des profits générés par le fonds entre le fonds, l'équipe et les investisseurs. Et pour faire ça, il fallait une page blanche parce qu'on ne pouvait pas avoir une autre activité qui serait en conflit avec ça.
Et on ne pouvait pas non plus avoir la protection de cette activité-là comme objet primaire parce que à ce moment-là, ça met de la distorsion dans ce que tu essaies de faire. Donc pour moi, c'est vraiment capital permanent et un partage plus équitable des profits. À quelque part, il y a une espèce de meilleur alignement aussi avec l'objectif de l'investisseur institutionnel qui, de façon générale, est quand même un investisseur à long terme. Là, comme tu le disais, bon, oui, c'est long-term private capital, je comprends d'où ça vient, mais il y a cet alignement-là que c'est un peu particulier aussi de voir que c'était pas présent dans le marché encore. Ça, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est un aspect innovant. Maintenant, le marché secondaire qui s'est aussi beaucoup développé dans les dernières années. Je le vois dans les discussions avec les clients, puis même dans les questions, puis l'intérêt. Puis un aspect justement de dire, ben écoute, si cet investissement-là était bon, il l'est encore, fait que je peux peut-être y rester avec une prime moins grande au départ. Comment tu vois l'arrivée le développement du marché secondaire par rapport à ce que tu tentes de faire? Parce qu'à quelque part, tu pourrais reprendre ça dans ton fonds. Comment tu vois l'alignement des deux, l'évolution de ça? C'est clair qu'il y a un engouement, puis on l'a vu quand la pandémie a commencé pour le marché secondaire. Mais moi, je pense que ça adresse quelque chose de complètement différent, en fait, parce que si tu veux vraiment bénéficier de ça, il faut que tu t'assures que tu as le même groupe d'investisseurs dans le premier fonds qui va suivre tout au long de la vie de l'investissement. Et c'est possible que dans ces fonds de private equity-là, il y ait des sociétés qui soient très, très adaptées à un modèle à long terme, mais il y en a d'autres qui ne le seront pas. Alors là, il faut que tu fasses du pick and choose puis un peu de conflit. Et alors que nous, on a pris la décision de tout mettre dans le même fonds. Et ce qu'on voit, parce que, écoute, moi, j'ai été investisseur dans, je sais pas, 600-700 fonds dans ma carrière. Alors, j'en ai vu plus qu'une de ces sociétés-là. Et on a fait aussi beaucoup de recherches sur le fait que depuis l'année 2000, il y a au moins 500 sociétés qui ont été détenues par 3 firmes de placement privé, 3 private equity firms consécutivement. Et donc, tu as des sociétés qui ont été dans le domaine privé, si tu veux, pendant 12, 15, 17 ans. Mais à chaque fois qu'il y a une transaction, premièrement, il y a tous le cost friction là, d'avoir une transaction sur une société. Et ça a un impact important sur le multiple de capital. Alors, nous, ce qu'on a déterminé face à cette réalité-là, c'est que c'est après 7 ou 8 ans vraiment qu'on voit le bénéfice de ça et sans avoir un impact très, très important sur le taux de rendement interne, le IRR, l'impact sur le multiple de capital investi est exponentiel. Alors, normalement, dans les fonds de private equity, 2 fois ton argent, c'est un vrai winner. Quand tu fais 2,5 fois, là, tout le monde s'en va fêter. On pense que sur une moyenne de 7 à 8 ans, on peut facilement avoir 4 fois et demi notre investissement. Donc ça a un impact important de garder et d'effet de composer. Et c'est pour ça qu'on pense actuellement, puis il y a des gens qui essaient un peu de répliquer ça. Et il y a des gens qui font des fonds à long terme, mais d'une autre façon. Mais on pense qu'on a une solution assez unique pour nos investisseurs. Fait que finalement, tu évites de détenir comme investisseur, parce que ça, je l'entends souvent dans mes discussions avec les clients aussi, c'est qu'ils sont partenaires avec une compagnie par un fonds. Puis finalement, ce fonds-là le délaisse et c'est un autre de leurs gestionnaires qui le reprend. Donc, il reste le même capital, mais comme tu dis, il ramène la friction des coûts, des transferts, etc., etc. À chaque fois, il paie 20 des profits aux sponsors. Alors, c'est pour ça que sur le multiple de capital investi, ça a un impact. Et ce qu'on voit actuellement, là, c'est qu'on est capable de réduire le fameux gross to net, là,
brut au net, qui se situe autour de 5 à 600 points de base en private equity traditionnel, à moins de 200 points de base dans le fonds qu'on a. Alors, pour l'investisseur, c'est un avantage important. Pour nous, on est capable d'offrir le même rendement net, mais en ayant des hypothèses de travail qui sont beaucoup plus conservatrices et entre autres en utilisant beaucoup moins de leviers que dans les fonds de private equity traditionnels. OK. Naturellement, comme on l'a mentionné au départ, là, je veux juste informer tout le monde, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai plusieurs en banque, mais n'hésitez pas, les questions vont venir à moi si vous avez des points particuliers que vous voulez demander à André au cours de la discussion. Avec ça en tête, André, est-ce que ça veut dire que toi, quand tu regardes le marché, il y a des types de transactions qui sont un meilleur fit, désolé pour l'anglicisme ici, là, mais qui s'arriment mieux avec ton type de stratégie que, par exemple, d'autres fonds de private equity réguliers? Là? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières que toi, tu recherches avec cette perspective-là de plus long terme? Oui, alors il y a deux éléments de réponse à ça, Stéphanie. Le premier, c'est quel est le genre de type de compagnie qu'on recherche. Et le deuxième, c'est où on va les trouver. Dans le premier cas, je te dirais que notre stratégie est fondée essentiellement sur la croissance. Alors, on n'essaie pas d'être des artistes du turnaround, là, puis de restructuration des sociétés et d'acheter à très, très bas coût, de restructurer et essayer de bénéficier d'une augmentation des multiples. Ce qu'on essaie de prendre, c'est de prendre des très, très bonnes compagnies et de les rendre encore meilleures. Et puis, à date, ce qu'on a été capable de faire, on a 3 transactions qu'on a réalisées. Tout est fondé sur la croissance de ces compagnies-là, tant externe qu'interne. Et on est fondé sur, on a acheté des compagnies essentiellement qui sont asset light, là, donc peu de dépenses en capital. C'est vraiment un partenariat avec quelqu'un, soit avec une équipe de gestion, soit avec un fondateur, soit avec une famille, soit avec une autre entité corporative. Et l'objet, c'est qu'on identifie les 2 ou 3 leviers de croissance où l'équipe a une expertise particulière et, entre autres, où BlackRock, avec son vaste réseau, peut nous aider. Donc, ça, c'est le type de compagnie alors, on va éviter ce qui est hautement cyclique comme je te dis, on focus vraiment sur les sociétés qui sont asset light et qui génèrent énormément de flux de trésorerie, de cash flow. Et alors, on n'essaie pas d'être tout pour tout le monde. C'est très difficile dans le marché actuel de ne pas être dans des encans parce que tout le monde connaît le marché actuellement. C'est un peu fou. Mais on essaie de trouver des opportunités où du vendeur, du partenaire. Donc, dans les 3 cas où on a fait des acquisitions en ce moment, le premier, c'était justement avec le fondateur d'une société qui avait vécu à travers une période de private equity traditionnelle, mais qui ne voulait plus 7 fois de leverage, de levier. Il ne voulait plus non plus être obligé de trouver un autre partenaire dans 4 ans quand la firme de private equity voulait de la liquidité. Et il voulait un horizon un peu plus à long terme sur ses hypothèses de travail opérationnel. Donc, les fondateurs de la compagnie on offre une alternative à ces gens-là au point de vue vis-à-vis le traditional private equity. Les familles, alors notre deuxième société, c'est une société qui avait été dans la même famille pendant 247 ans. Le patriarche, la famille avait décidé que ses enfants n'étaient pas nécessairement les meilleurs gardiens de la marque et du nom de la famille, mais il ne voulait pas non plus vendre à ses concurrents contre qui il s'est battu toute sa carrière et il ne voulait surtout pas vendre un private equity qui était pour revendre la société à un de ses concurrents, possiblement dans un avenir très proche. Alors,
pour lui, on lui offrait, il n'avait jamais pensé à vendre à un investisseur financier et on lui offrait vraiment une alternative nouvelle à laquelle il n'avait pas pensé. Et le troisième également, c'est un partenariat avec des fondateurs familles. Donc, c'est ce qu'on essaie de trouver, c'est non seulement, on n'est pas seulement en demande de dire on veut vous donner notre capital et voici pourquoi on est les meilleurs partenaires. Ça doit être reconnu de l'autre côté. Et donc, c'est une combinaison de ces deux éléments-là, le type de compagnie qu'on recherche, plus la source de ces transactions qui nous différencie dans le marché. Oui, parce que, tu sais, ce qui me questionne aussi, quand tu arrives avec des nouvelles idées et avec des innovations, on parle, c'est le sujet d'aujourd'hui, comment le marché a évolué puis les innovations qu'on amène. Bon, c'est une nouvelle façon de regarder le marché. Quand tu arrives avec ta proposition de valeur, clairement, il doit y avoir quand même des compagnies qui ne savent pas comment se situer parce que c'est complètement différent de l'approche habituelle, je suppose. Donc, comment c'est reçu dans le marché? Ben, dans plutôt les compagnies là, qui servent du capital. Oui. Alors, en ce moment, moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un marché de vendeurs aussi profond. Alors, il y a évidemment tout le côté des acheteurs financiers. Et puis, dans les acheteurs financiers, là, comme tu dis, il y a différents types. Il y a les stratégiques qui sont là et puis qui ont énormément de liquidités. Il y a le marché des premiers appels publics à l'épargne qui fonctionne à fond de train. Et là, depuis 6 mois, on vient d'ajouter un nouveau joueur là, qui sont les SPAC et qui devient en fait une autre alternative de liquidité pour les compagnies. Donc, comme je disais, il faut avoir une stratégie hyper bien définie de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et pas pourchasser ce sur quoi on pense que notre stratégie n'est pas applicable. Et il faut vraiment bâtir des relations. Ça a été les 2 premières transactions qu'on a eues, c'était une période d'exclusivité qui a duré 6 mois où on a eu trop de soupers et de déjeuners. mais sincèrement, si l'autre côté veut maximiser la valeur de la société, ce n'est pas pour nous. Alors, il faut vraiment établir un partenariat, établir une relation avec le vendeur. Et je pense que dans les 3 cas, ça n'a pas été facile, là, il y a beaucoup de concurrence. Et même dans le dernier, on a payé moins cher. Et le vendeur qui nous avait dit je vais vous vendre à un prix X a reçu une offre à un prix Y qui était 20 de plus que nous. On a été obligé un peu de faire le pont, là, mais on ne s'est pas rendu aux 20 mais encore parce que le vendeur voyait une différenciation et l'équipe de management voulait travailler avec nous. Donc c'est un peu ça, là, mais c'est un marché où, entre autres, dans ce qu'on regarde, là, le healthcare et la technologie, les multiples sont complètement fou. Là. 30, c'est le nouveau 20. Et puis, c'est ça. C'est 30 fois pro forma ajusté avec celui estimé de l'an prochain. Là, c'est pas un chiffre réel. Donc, c'est vraiment complexe. Et il y a une concurrence énorme dans le marché actuellement. Comme l'âge, André. Et on perd plus de transactions qu'on en gagne. Il n'y a aucun doute. Je faisais juste à la blague, c'est comme l'âge. Le nouveau c'est 30 ça, exactement. est plus vieux. Écoute, j'ai une question de l'audience ici, tu ne seras pas surpris, on l'a souvent et c'est souvent les clients nous la posent également. Est-ce que le marché est plus à faveur des investisseurs ou des sponsors actuellement? Tu as été des 2 côtés. Où tu te situes? Encore une fois, je pense que les investisseurs institutionnels, c'est intéressant parce qu'on a eu vent ce matin d'une transaction qu'on regardait, puis c'est Ontario Teachers qui l'a eu. Alors, je pense que les institutionnels comme Ontario Teachers, la Caisse, CPP, PSP,
ont également un avantage, c'est que ils ont, puis là, je vais faire un commentaire hyper controversé, là, mais je l'ai vécu. Alors, on aime à dire qu'on est un actionnaire actif et puis on prend, mais ces caisses de retraite-là sont un peu plus passifs. Donc, ça donne plus de marge de manœuvre au management et puis, mais c'est du capital hyper patient et qui n'hésite pas à intervenir au besoin, mais qui a un peu plus de distance que nous, qui est un investisseur plus actif. Alors, ça, des fois, c'est un attrait pour les équipes de management. Mais je dirais qu'il y a une pression énorme pour les fonds de private equity déployés et on le voit. Et on le voit dans les prix, on le voit dans le type de contrat qu'ils acceptent de signer, on le voit dans le due diligence qu'ils font, qui est beaucoup plus sommaire qu'à différentes époques que moi j'ai vécu. Donc, je ne sais pas si un a un avantage sur l'autre, je pense que ça dépend des circonstances. Parlant de due diligence, bon, tu as fait 3 transactions. Il y a une transaction qui était faite avant la pandémie, là, mais dans des circonstances différentes des 30 dernières années, je dirais nécessairement. Là, oui, on a eu différents cycles, mais on n'a jamais eu de période où on travaillait tous de la maison, puis les contacts étaient plus difficiles. C'est quoi l'impact de la pandémie sur, être en mesure de trouver ce deal flow-là, de faire tes underwriting, puis qu'est-ce qui va rester aussi, tu penses? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester de la pandémie après ou de cette façon de faire-là? Donnons pas trop de valeur à la pandémie, mais juste de nouvelles façons de faire. Écoute, s'il y a 1 an, quelqu'un m'avait dit on va acheter une compagnie pour 500 millions de dollars où on ne rencontrera jamais le management autre que façon virtuelle, on ne rencontrera pas les vendeurs autre que façon virtuelle, on n'ira même pas voir le bureau de cette société-là, j'aurais dit ça n'arrivera jamais et ça vient d'arriver. Donc clairement, il faut choisir encore le type de transaction, mais clairement, la technologie nous permet de faire les choses différemment. Bon, on a acheté une société de logiciels. Si on m'avait dit on va faire ça pour une société qui a 50 usines dans 22 pays différents, peut-être que ça aurait été pas la même chose, mais pour le type de société qu'on vient d'acheter, c'était adapté. Je pense que ce qui va changer, les budgets de dépenses de voyage devraient être réduits de façon significative parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se faire de façon virtuelle. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais le contact humain est encore important dans ce métier-là. Il va continuer à falloir rencontrer les gens. Et puis, tu posais la question du sourcing. Nous, on a, puis une des raisons pourquoi j'ai choisi BlackRock pour ce métier-là, c'est justement le réseau. Et nous, on a la chance d'avoir 18 000 amis dans notre organisation qui cherchent des opportunités pour nous. On est un nouveau joueur, alors les gens des intermédiaires de marché qui nous connaissent maintenant et on reçoit énormément de propositions. Et notre expérience en private equity, mon partner Cole Flanagan, qui était chez Adia, qui lui aussi a eu énormément d'opportunités d'investir dans des fonds, dans des sociétés. On connaît ces sociétés-là, on sait qui on doit approcher, on connaît les sociétés qui ont été détenues 4, 5, 6 ans par les firmes de private equity et qui nous intéressent. Donc, je pense que ça n'a pas été... J'ai toujours dit que ce qui ne m'empêche pas de dormir le soir, c'est vraiment... trouver des nouvelles transactions parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités. Je pense qu'on est rendu au-dessus de 1200 opportunités qu'on a revisées de façon sommaire, de façon très approfondie, mais quand même, c'est le flot de transactions, c'est pas un problème.
Fait que les vendeurs ne sont pas plus frileux, là. Les gens sur le marché qui cherchent du capital ne sont pas nécessairement plus frileux à cause de la pandémie ou du fait que tu ne peux pas les rencontrer directement. Non, la concurrence étant tellement sévère qu'ils reçoivent plusieurs propositions dans des délais très, très limités. Alors, non, c'est définitivement un marché de vendeurs, comme l'immobilier à Montréal. Hein. C'est ça, j'allais dire, c'est pas le seul marché qui est comme ça. Est-ce que tu as remarqué les différents, puis je peux probablement en parler aussi, là, mais comment tu vois que ça a impacté les clients? De mon côté, je pense qu'il y a eu un ajustement au départ, mais un peu semblable à ce que tu viens de dire. Les clients se sont adaptés aussi, puis sont ouverts à réouvrir le dialogue. Ceci dit, clairement, les relations existantes sont préconisées, je pense, du fait que connaître quelqu'un que tu ne connaissais pas dans le passé, c'est peut-être plus difficile. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Oui, je pense que tu es en fait même beaucoup mieux placé que moi pour répondre. Je te dirais que la firme a été très, très rapide à s'adapter au début de la pandémie, à justement à prendre le pouls des clients, voir ce qui les intéressait, ce qui ne les intéressait pas. Et clairement, à cette époque-là, c'était le crédit et les opportunités qu'il y avait en termes de dette privée publique et le marché du secondaire là, qui est encore très fort. Donc, mais rapidement, je te dirais dans le milieu de l'été, là, les clients, leur portefeuille s'est replacé là, parce qu'il y a eu tellement d'argent public qui est injecté dans les marchés. Puis ça, c'est une chose que je ne comprends pas encore, là, pourquoi on est à des niveaux, probablement parce que l'argent est gratuit et puis qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le mettre, mais comme les portefeuilles se sont placés, les clients ont ouvert leurs horizons d'investissement et je pense que dans plusieurs secteurs, que ce soit le placement privé, que ce soit l'infrastructure, la dette, il y a des records de fundraising qui se font en ce moment. J'allais un peu changer mon angle et je vois qu'il y a quelqu'un de l'audience aussi qui s'alignait vers ça. On pose la question dans l'audience, c'est quoi l'incidence sur le marché privé avec tous les mouvements d'investissement plus soutenables qu'on voit dans la société? Oui, il y a les Black Lives Matter, Me Too. Chez nous, chez BlackRock, depuis le début de l'année, Larry était très vocal et on était très vocal de la façon qu'on voulait intégrer davantage l'investissement responsable, durable plutôt, mais pas seulement que l'intégrer, mais que c'est reconnu comme étant un risque qu'on doit considérer, surtout pour des investissements à long terme. Donc, quand je pense à une stratégie comme la tienne, c'est quoi les impacts pour toi de ça? Comment tu regardes cet aspect-là? C'est quoi l'influence sur les compagnies privées? Oui, comme tu dis, quand on regarde pour un investissement à long terme qui n'est pas vraiment défini dans le temps, on ne peut pas faire autrement que s'assurer de sustainability du modèle d'affaires. Et donc, ça devient non seulement une gestion de risque, mais ça devient partie de la politique d'investissement et de notre thèse d'investissement. Mais évidemment, dans chacun des dossiers qu'on regarde, tout l'aspect ESG devient de plus en plus important. Je pense que ce qui arrive dans le marché actuellement, c'est qu'au début, les gens voyaient ça comme quelque chose d'important socialement, mais il n'y avait pas nécessairement de preuves empiriques que ça créait des meilleurs rendements ou qu'on ne négligeait pas le rendement pour investir dans quelque chose qui était un peu plus ESG-friendly. Maintenant, je pense qu'on commence à avoir de plus en plus la preuve que non seulement les rendements ne sont pas affectés, mais dans certains cas, ça fournit des meilleurs rendements. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une mode, c'est vraiment une thèse d'investissement qui est là pour rester. Et on voit la prolifération un peu des impact funds et des fonds fondés maintenant sur la diversité. Donc à court et à moyen terme, ça va devenir une classe d'actifs. Pour moi, il n'y a aucun doute. Puis au-delà de la classe d'actifs, est-ce que tu dirais que on parle d'innovation, est-ce que même les sponsors, les investisseurs peuvent
pousser les compagnies à agir différemment? Tu sais, je me mets dans tes souliers quand tu approches une compagnie dans laquelle tu vas investir. Est-ce que tu peux mettre des termes ou appelons ça des conditions supplémentaires face au management dans le futur, à comment aborder ces points-là? C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus? On le voit de plus en plus parce qu'il commence à avoir de plus en plus une uniformité dans la vision de ce que c'est le environmental, social and governance. Il y a pas très longtemps, là, ça ne voulait pas dire la même chose en Suède, au Québec et en Californie que ça voulait dire au Texas, en Alberta puis en Chine. Mais là, je pense qu'il commence à avoir une vue un peu plus uniforme de ce que ça veut dire, une vue un peu plus uniforme de l'impact que ça a. Et en conséquence, tous les joueurs continuent de plus en plus exigeants en termes de représentation, en termes de changement dans les compagnies. Et dépendamment de l'influence qu'on a, certains de nos investissements, on est un investisseur minoritaire important, mais quand même minoritaire, versus d'autres où on a le contrôle. Alors là, notre rôle est différent. Mais dans les investissements où on a le contrôle, je peux te dire qu'on met énormément l'accent sur le sujet. J'ai une autre question de l'audience. Robert Blais demande à tous les panélistes, mais je pense que ça s'adresse à toi davantage. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en private equity actuellement? Qu'est-ce que tu penses des taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a une hausse peut-être des taux d'intérêt? Ça t'inquiète ou tu es assez tranquille de ce côté-là? Je ne vois pas à court terme, là, mais il y a probablement 400 personnes chez BlackRock qui sont plus qualifiées que moi pour passer un jugement là-dessus. Là, mais essentiellement, je ne vois pas le catalyste là, qui ferait en sorte qu'il y aurait une augmentation rapide. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Écoute, mon monde, ça c'est numéro un. Là. On a mis beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie à bâtir l'équipe qu'on a bâtie. Et moi, je veux qu'on s'assure qu'ils soient bien payés, qu'ils font des choses intéressantes, qu'ils aient une trajectoire de carrière intéressante. Et ça, c'est ma préoccupation numéro un, je te dirais. L'autre chose, c'est évidemment, il faut payer les prix du marché. On pense qu'on est discipliné et raisonnable, mais on est quand même dans un marché très, très à la hausse. Donc, moi j'ai commencé à bâtir l'équipe de placement privé direct chez CPP en 2006, là, qui, dans l'histoire de l'humanité, était probablement la pire année pour commencer ça. Et en 2008, je m'en suis rendu compte. Donc, nous, on vient de commencer. À date, nos sociétés ont extrêmement bien performé durant la pandémie. On est content de notre portefeuille. On pense qu'on a bien géré les risques, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est assez intéressant de voir que même en 2008, puis la pandémie actuelle, je veux dire, l'intervention des gouvernements maintenant, c'est le nouveau facteur externe qui fait en sorte que moi, j'ai toujours dit en 2008, là, la crise n'a pas duré assez longtemps parce que le V-shape recovery s'est fait hyper rapidement, encore plus cette fois-ci. Donc, ça, c'est toujours l'élément clé, jusqu'à quel point les gouvernements vont intervenir et puis soutenir les marchés, soutenir l'économie, parce que c'est l'élément beaucoup plus important, je pense, que de savoir si les taux d'intérêt vont augmenter de 25 points de base ou 50 points de base. Peut-être plus difficile à prévoir aussi. Tout à fait. Ce qui est la magie de ta job. Avec ton point sur les multiples, les prix, c'est quelqu'un de l'audience qui nous demande, OK, c'est bon, à qu'est-ce qu'on devrait s'attendre comme rendement futur? Étant donné justement la forte compétition dans ce marché-là. Oui. Alors, moi, j'ai commencé à faire du placement privé en 2001 à la Caisse. Et à l'époque, on disait, mais là, il y a trop d'argent dans le marché, il faut s'attendre à ce que les rendements de private equity baissent. Et puis,
Bon, ça dépend toujours des vintages, là, mais 20 quelques années plus tard, là, tout le monde parle encore de faut s'attendre à des rendements moins élevés, mais on ne le voit pas nécessairement. Là. Alors, moi, je ne crois pas. Je pense que si les jeunes placements privés font leur métier comme il faut, ils vont être capables de livrer sensiblement les mêmes rendements qui ont été livrés dans les 20 dernières années ou dans ce marché-là. Et surtout que l'argent ne coûte rien en ce moment. Là. Alors, l'effet de levier a un effet important sur ces rendements-là. Peut-être un peu plus de travail en amont, ceci dit, un peu plus d'analyse sur la qualité de l'entreprise, peut-être que dans d'autres moments. Oui, non, mais ça a toujours été le cas. Je pense que ça fait longtemps que le placement privé, là, c'est plus juste un jeu de levier financier, justement, là, où l'aspect opérationnel est important. Je pense que toutes les grandes firmes, même les firmes de mid-market, de placement privé, ont leur équipe opérationnelle, ont leur operating partner, ont une dimension beaucoup plus profonde que simplement le domaine financier. Alors, pour moi, là, en ce moment, là, c'est plus à propos du Black Swan Event là, que d'autres choses. Parle-moi donc de ton deal, de ta carrière qui le meilleur ou le peut-être pire? été plus difficile. Oui, mais je serais intéressant peut-être du plus difficile, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui avec les innovations qu'on a dans le marché? Comment tu regardes le marché? Est-ce que ça aurait eu un impact quand tu as regardé ce deal-là? Peut-être c'est plus au début de la carrière ou je ne sais pas, mais... En fait, le deal le plus difficile, c'était en 2008. C'est une transaction qu'on a fait avec une firme anglaise qui s'appelle Terra Firma, où on a acheté EMI Music. Alors, EMI Music, c'était deux choses. C'était un catalogue très, très, très important là, de droits sur des chansons et toute la question de la musique live. Et moi, j'avais fait une transaction quand j'étais à la caisse avec MGM où il y avait une thèse similaire où il y avait les films, là, puis là, ben, tu peux en avoir des bons puis des pas bons, mais il y avait un catalogue incroyable, MGM, puis le catalogue servait essentiellement de downcase scenario. Et puis, si on faisait de l'argent avec des films, tant mieux. Si on ne faisait pas, tant pis. Donc, erreur numéro 1, là, c'est de penser qu'une thèse qui était faite dans un deal va se répliquer de façon dans un autre deal. En plus de ça, on avait le mauvais partenaire. Deuxièmement, on avait c'était un public to private en vertu du code en Angleterre et donc avec un due diligence très, très limité. Finalement, il y avait eu de la fraude, puis on a acheté quelque chose à 140 millions d'EBITDA alors qu'il y en avait 90. Là, ça a affecté le modèle un petit peu. Et là, la dernière chose, c'est la relation avec le banquier là, qui était très, 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 très tendue. Et au même moment, Permira venait d'acheter Hugo Boss, là, les complets. Et était exactement dans la même situation qu'EMI, avec le même banquier, Citi. Et eux avaient une excellente relation avec le banquier et ont été capables de restructurer et ont fait finalement pas mal d'argent avec Hugo Boss. Et nous, à la seconde où Citi a pu reprendre les clés, ils les ont pris et ils ont couvert leurs prêts, évidemment, avec le catalogue de musique. Donc ça a été dur parce que avant ça, j'avais jamais perdu d'argent, let alone un zéro sur un investissement. Là. Alors, ça a été un peu dur. Donc, ça a été le coup le plus difficile. Et j'en parle et j'ai encore un peu une réaction négative. Ça fait 12 ans de ça. Leçon d'humilité, à quelque part. Oui, non, complètement. Ouais. Puis le meilleur coup qu'on a fait, ça, c'était moins évident, là, mais comme je dis,
c'est comme Matt Damon dans Good Will Hunting là, qui voyait les maths. Là, sans vraiment, on a eu une opportunité de faire une transaction avec Silver Lake, qui est un fonds d'investissement dans la technologie pour acheter Skype. Et là, moi, je voyais très, très, très bien la thèse d'investissement de cette transaction-là. Sauf que c'était après justement quelques revers qu'on avait eus. Et puis, il y a des gens chez CPP qui voulaient sortir du pool de profit parce qu'ils pensaient que c'était pour être un désastre. Et puis finalement, ça s'est déroulé exactement comme on avait prévu. Puis on a revendu ça 18 mois plus tard pour 4 fois notre argent à Microsoft. Alors, j'aurais pu prendre ma retraite à ce moment-là sur un high, alors, il y a des transactions comme ça où on le voit très bien, puis tout arrive tel que prévu. Non. Mais ça, c'est rare dans la carrière. Je pense que c'est un bon exemple que tu aimes bien prendre des nouveaux défis de ce que je connais de toi. C'est ça. Pour terminer la réflexion, là, mon Dieu, je me rends compte qu'il reste déjà un peu moins de 5 minutes. On a parlé de 2020, les impacts, tout ça, mais c'était quoi peut-être ta plus grande surprise? Puis comment tu vois l'année à venir et l'avenir? Parlons pas juste de la prochaine année, mais on commence à avoir des nouvelles plus positives aussi. Je pense qu'on a un élan, qu'on s'en va du bon côté, mais c'était quoi ta plus grande surprise de l'an prochain? Puis comment tu t'entrevois l'avenir pour le private equity? Ouais, encore une fois, on avait dit souvent qu'après la crise de 2008, les gouvernements n'avaient plus d'argent ou on ne serait pas nécessairement là pour appuyer l'économie. Puis on a vu qu'ils l'ont fait là, sans réserve. Là. Ils ont vraiment perdu leur calculatrice. Là, puis c'était un appui inconditionnel de l'économie, des individus à tous les niveaux. Alors ça, je te dirais, la force de frappe de ça m'a un peu surpris. Moi, je suis assez positif. Là, je pense qu'on va y arriver avec le vaccin. Je pense que pour certaines entreprises, on a vu là, tout ce qui est en technologie a bénéficié essentiellement là, de la pandémie. Il y a d'autres entreprises, d'autres secteurs là, que ça va être plus long, là, les compagnies aériennes, les hôtels, tout le leisure. Là. Mais à un moment donné, les gens vont vouloir partir, vont vouloir sortir de chez vacances et ils vont vouloir, croyez-le ou non, retourner avec 5000 autres personnes sur un bateau faire des croisières. C'est juste une question de temps. Là, en plus, avec le plan de relance qui a été fait aux États-Unis, là, ça va remettre énormément d'argent dans les poches des Américains. Au Canada, on est dans une situation pas trop mal. Alors moi, je suis assez... c'est certain là, que la troisième vague risque de retarder un peu tout ça, mais on va s'en sortir. Là, et puis, c'est juste une question de temps. Avec un peu de chance, on a appris des autres vagues, puis on va être capable de le gérer un peu plus rapidement. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça crée des opportunités aussi personnellement. Là, c'est vrai qu'en investissement, on a tendance à mettre pas nos lunettes roses, mais d'aller voir le positif dans tout ça. Puis j'ai l'impression que ça peut créer des opportunités, autant des opportunités d'investissement aussi, puis de revoir les modèles. Fait que je pense que moi, je le vois positivement aussi. Écoute, merci André pour l'entretien. Il faut encore être patient. Puis... Ouais. Oui, je dis, il faut encore être patient. Puis ce qui est important, c'est de rester sur notre stratégie. Nous, on a eu plusieurs opportunités où on pense qu'on aurait pu faire de l'argent, mais ce n'était pas nécessairement ce qu'on avait dit à nos investisseurs. Et je pense qu'il faut être très, très discipliné et adresser notre stratégie à la ligne. Merci André sur ces bons mots sages. Écoute, bien hâte de te retrouver au bureau. Bien hâte qu'on puisse parler directement plutôt que virtuellement. Un grand merci pour l'attention de tout le monde, votre participation. Sur ce, Guillaume, je te retourne la parole pour clore l'événement, je suppose. Oui, alors merci beaucoup Stéphanie, merci André. C'était très enrichissant de vous écouter. On est bien heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui. J'aimerais vous remercier aussi les participants et nos partenaires.
Et je vous invite à ne pas manquer le prochain webinaire de CFA Québec qui aura lieu le 7 avril, l'implantation d'un programme d'investissement en infrastructure avec Frédéric Anger de Desjardins Gestion internationale d'actifs. Je vous invite également à vous rendre sur notre site web pour consulter le calendrier de nos événements. Alors, encore une fois, je vous remercie et profitez bien du reste de votre journée. Au revoir.